Est-ce qu'on se fait un petit thé? Alors, ça enregistre ou pas? Oui, ça enregistre. Ouais. Ce podcast, ça s'appelle pas Nous inventons le podcast. Non, ça s'appelle un podcast de dragons et de romance. Ouais. Écoute, j'ai lu quand même un quart de mes livres. En fait, tu peux pas dire c'est la meilleure saga de la Terre, mais ça commence au tome 4, c'est pas plus simple. Tout ça pour ça, quoi. Voilà. En vrai, on n'est pas en moins 18, non? Le podcast, je peux être vulgaire, oui. Oui, tu peux. Il peut aller te faire enculer. Là, c'est de la mauvaise foi. Certes. Oh, accrochez-vous. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. J'aime quand c'est bien écrit. Et des fois, on arrivera plus à aller on the point, nous verrons bien. Yay! Youhou! Let's go. Je dois commencer par quoi déjà? Je suis Lecture des Lunes, aka Coralie. Et moi, Laurelie Fantasy, aka Laurie. Sur Instagram, bien sûr. Évidemment. Et ici, nous allons parler, évidemment, comme son nom l'indique, franchement. De dragons et de romance. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour les lectures... Enfin, on se retrouve en août. Ouais. Sachez que, comme toujours, nous enregistrons un peu avant, donc nous allons peut-être un peu bugger, mais nous allons faire en sorte de bugger le moins possible. On est à la suite de l'épisode spécial Polar. Du coup, on a un peu manqué la dernière fois nos envies du mois, des sorties du mois. C'est ça, les sorties. Donc, on se laisse un petit Voilà. passe-droit si on a envie de parler de quelque chose qui est sorti en juillet. Vous le verrez en août. Peut-être ça vous donnera envie. Peut-être l'avez-vous déjà acheté. Peut-être l'avez-vous déjà lu. Peut-être vous savez déjà que c'est pas bien. Eh bien, pardon. Voilà. Let's go. Est-ce que, Laurie, tu as des sorties qui te donnent envie sur juillet, sur août, sur les deux? Je dois avouer que j'essaye de pas trop regarder les sorties en ce moment. Car Laurie a... Dis-nous combien de livres tu as dans ta pile à lire. Et donc, Alors, pour les personnes qui ne sont pas familiers du langage Instagram, la pile à lire, c'est les livres que nous avons déjà achetés, mais que nous n'avons pas encore lus. et pour les gens sur YouTube qui avaient la vidéo, vous avez une partie de la bibliothèque dans l'image. Je vous présente ma pile à lire. Voilà, c'est un scandale. Il y a 200... Je balance, j'en ai rien à foutre. Il y a 202 livres dans sa pile à lire, et là, on ne parle exclusivement que des romans. Ce qui veut dire qu'il y a encore, je ne sais pas combien de mangas, je ne veux pas savoir combien de mangas il y a dans sa pile à lire. Non, personne ne veut savoir ça. Vraiment, ça va déprimer tout le monde. Dites-nous en commentaire si vous voulez savoir combien il y a de mangas dans ma pile à lire. Donc voilà, c'est vraiment un scandale. 202 livres, c'est vraiment un scandale. Moi, j'en ai Oui, 50. mais il faut dire sur combien il y en a aussi. Sur combien, comment ça? Sur 200 sur 400 livres, il y a 202 livres. Oui, non mais bien, bravo, t'as lu 200 livres, mais c'est pas la question. Tu as acheté proportionnellement, 202 livres d'avance. Ah oui. Tu as le droit d'avoir... Moi, tu vois, ils sont dans Goodreads. La moitié de ces livres sont effectivement dans Goodreads à lire. Un jour, je les achèterai. Il y a beaucoup de sagas, je vais ça d'abord compte lire pas. les livres que j'ai en ma possession Mais ça compte, avant. ça compte pas, il y a beaucoup de sagas aussi. Non mais ça aussi, vraiment, qui achète Alors ça vraiment, ça m'intéresse. Ça, c'est Vous mon savez quoi? Je sais pas où le mettre, dans les sous-côtés, dans les sur-côtés, mais tu me rappelles que j'ai un truc à dire à ce sujet. Oh ouais, d'accord, ok, super. Et moi j'ai un down très important, ok. Parfait. J'ai un immense coup de gueule à faire. Eh ben, très bien. Vous en exprimer ça. Non, blague à part, il y a aussi beaucoup de sagas. Alors, en plus, les mangas, c'est encore plus représentatif de ça parce que du coup, c'est souvent des longues séries. T'as très peu de petites séries, donc j'aime bien en acheter plusieurs pour me faire une session de lecture où j'en lis plusieurs à la fois parce que sinon, c'est vraiment très frustrant. Et du coup, c'est comme ça que je lis mon manga. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en attente.
Sauf pour ce qui est vraiment genre des sorties que je kiffe de ouf et que je suis ardemment, où là, il y en a quelques-uns, mais ça doit être 3-4 séries, tu vois, que je suis comme ça. Et du coup, pour les romans, quand je sais qu'il y a une série, par exemple, La Passeuse de mots, j'ai pas commencé avant d'avoir le tome 4. Je savais qu'ils faisaient une giga pause et que là, en plus, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un autre livre, etc. Donc, je sais que je vais pas avoir le tome 5 avant très longtemps. Donc, du coup, je me suis dit, bon, let's go, c'est le moment de les lire. J'ai adoré, etc. Mais du coup, j'attends, quand il y a des séries, en général, que je sais que je vais plus ou moins aimer, j'attends d'avoir quelques tomes avant de les commencer. Et souvent, quand c'est des trilogies ou des quadrilogies ou des duologies, j'attends d'avoir les deux, comme ça je peux les lire d'un coup. Big brain. J'ai quelque chose à Ok, dire. c'est peut-être juste une excuse, mais bon, voilà. Bah alors, bon, moi, voilà, comme ça je l'aurais dit, je n'ai pas du tout cette stratégie-là. Celle d'attendre qu'il y ait des livres qui soient sortis avant de commencer une saga, je peux l'avoir. Me réserver une saga pour quand les tomes seront un peu sortis, je peux l'avoir. Je peux l'entendre. Acheter 5 livres quand j'ai pas lu le 1 et que je sais pas s'il va me plaire. Ça, par contre, no. No, on n'achète pas 5 livres avant de savoir sur le tome 1, il nous bute ou pas. Non, alors. La preuve en est, tu as un étage entier de Jennifer et l'armante rouge. Je suis navrée, je pense qu'ils vont jamais être lus. Peut-être, mais je ferai des dons après, c'est pas grave. Ça arrive. Non, et si je fais ça aussi, c'est parce que pour avoir un peu discuté avec des libraires et aussi par rapport à mes expériences avec les mangas, parce qu'il y a beaucoup de séries du coup qui arrêtent d'être commercialisées parce qu'elles vendent plus assez au-delà du tome 2, 3, 4, etc. Parce qu'il faut savoir que quand une maison d'édition va imprimer des volumes, en général, il y aura toujours plus de volumes du tome 1 qui est du coup créé et vendu que 2, 3, etc. etc. Et souvent, du coup, quand les ventes, elles chutent trop, et ben, surtout dans le manga, dans le roman, je sais pas trop exactement comment ça se passe, mais j'imagine que c'est assez similaire. S'il n'y a pas assez de ventes, et ben, ils arrêtent et ils impriment plus, en fait, la suite. Et donc, moi, dans mon cerveau, qui n'aime pas ne plus avoir de suite et qui... eh ben, j'achète quand même pour dire « Regardez, j'ai un peu de l'intérêt dans votre série, même si je ne l'ai pas encore lu. » Parce que ça me stresse, en fait. Non, mais on n'a pas je n'ai pas les moyens de faire ça, en fait, tout simplement. Et j'aime les beaux livres aussi, accessoirement, du Oui. coup, forcément, Ça, ça je joue. peux comprendre. Ça Je peux joue. comprendre. Genre, par exemple, elle a acheté, je tiens à dire, il y a les 3 tomes de la saga Crescent City. Mais j'avais vraiment dans l'optique de les lire. Version reliée. Bah oui, mais ils sont beaux, pour Ils le sont coup. beaux. Dans cette bibliothèque. Elle a lu Petite dédicace. 50 pages du tome 1. Dédicace à Books and See. Books and See, je les ai déjà dans ma bibliothèque. Elle ne le lira jamais. Si, je lui ai promis que je le lirai. Quand elle lira Le Viaduc du Ouais, bah alors on cyclone. peut vraiment encore attendre bien longtemps. Hein. Moi, j'ai arrêté d'y croire. Je ne relirai jamais Trop Neuf Glace. Tant mieux pour moi. Ah là là. Mais voilà, c'est juste que Ah, oui. j'ai Mais mis du une coup, grosse panne. d'accord, j'entends ta stratégie. Je l'entends. Après, vous avez le droit de me juger, it's okay. Non mais alors du coup décider de acheter en disant je soutiens cette saga même si je suis pas sûre de l'aimer, ça je peux trouver ça bien, mais j'ai vraiment juste pas les moyens de faire ça, mais je peux trouver ça bien, mais d'accord, t'as trouvé une bonne raison, ok, elle m'a eu. Voilà. Donc Et du coup, donc tu ne regardes pas les sorties, c'est ça? donc en ce moment je ne regarde pas les sorties parce que j'essaye de vider ma palle. En fait, j'essaye de vider ma palle depuis avril. Alors, je la vide bien, hein. Je lis en moyenne, du coup, 7 ou 8 livres par mois, si je fais une moyenne de tout cumulé, ce qui est franchement pas mal, mais j'en achète tout autant, voire plus. Donc j'ai arrêté de regarder les sorties, et ou alors je mets en wishlist pour essayer... oui, c'est ce que fait le commandé mortel en fait, si jamais. Ne me jugez pas. Ou si, jugez-moi, ça fait des commentaires, allez-y.
Alors, moi, j'avais quand même envie de parler de, 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 du fait que Daniel L. Johnson est en train de sortir une nouvelle saga. Oh! 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 Une nouvelle saga? Oui. Ah oui, parce que du coup, son T5 est sorti Alors, le en T5 anglais. de... Ah, sérieux? Bah si, il est sur... Tout à fait possible qu'il soit sorti en anglais. il J'ai est sur pas Booknode. regardé, mais les gars, je vais peut-être pas être patiente et attendre la sortie en français. Ah, moi, je pense que je vais attendre la sortie en Ah français ouais, là-dessus. Là. t'es vraiment une femme bien, pas moi. Non, mais je peux pas changer de voix maintenant, tu vois, genre. Ouais, je peux entendre. Il y a les 4 là. Ah. On verra. Je vais déjà peut-être essayer sa nouvelle saga, parce que franchement, bon, déjà, regarde, Ah ouais, ah ouais. elle est grave belle, Oh, mais attends, j'ai vu cette couverture quelque part. parce qu'elle est déjà sortie. Le tome 1, il est déjà sorti. Hmm. Il est sorti en 2024. Et là, il y a le tome 2 qui sort en août. Du coup, je me disais, parce qu'à la base, je l'avais vu sortir, et à la base, lu que Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, et du coup, j'avais pas été aussi subjuguée que ça, et j'avais pas du tout l'intention de relire un truc de l'autrice. Après, j'ai lu L'Héritier Insoumis et La Guerre sans fin. J'ai su reconnaître mes erreurs et compris qu'en fait, cette femme est un génie. Et donc, je vais clairement lire son autre saga, donc je vais la commander, je pense. Et peut-être que je vais faire ta stratégie pour le coup et de commander directement les deux. La preuve en est que je sais reconnaître mes torts jusqu'au bout. Regardez comment elle modifie la réalité pour que ça lui aille bien. Et du coup, voilà. Mais franchement, il donne grave envie. Les couvertures sont très très belles. L'histoire, elle est... Tu veux que je te... Donc, je vais te lire. Allez. Née au cœur des fjords glacés de Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière et de planter une hache dans le dos de son époux. Ça commence déjà vachement bien. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre au Jarl, Snorri, qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn pour survivre. Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de sang. La déesse Lyn l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une... Il y a beaucoup de mots Il y a nordiques vraiment que je ne beaucoup. sais pas comment prononcer. Une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque à l'aide de son bouclier. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une mot que je ne sais pas comment prononcer, unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl Snorri force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis auxquels elle est confrontée, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve. C'est pas son fils pour Bjorn si elle succombe à son désir retardé pour le beau et valeureux guerrier, je pense pas. Elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celui de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Je pense qu'il y a un problème dans Dans le résumé. le résumé. Celui que j'avais lu était mieux. Après, il y a beaucoup de Bjorn aussi. Hein, donc Ouais, c'est c'est peut-être peut-être un juste autre ça. Je Bjorn. sais pas, mais la couverture est trop bien. Oui, puis Franchement, un récit viking, c'est le vrai que c'est... récit viking est vraiment bien vendeur. Et puis ça se voit pas beaucoup. Là, tu vois, je Ouais, réfléchis et je suis là genre, putain, j'en ai pas. donc moi je suis grave tentée. Donc ouais, why not? J'espère juste qu'il y aura pas un harem. J'espère aussi. Parce que dans l'univers viking, il y a une potentialité, je dirais, élevée. Tant qu'il est pas porté au nu, moi je m'en fous. Oui. En même temps, parce que là on a un beau et valeureux guerrier. Ce qui est un peu la description de harem. Oui, c'est justement, c'est où je me suis dit genre... Après, on en parlait sur le Booksta avec, je crois que c'est Océane Prenel, qui est autrice, qui a lu aussi, du coup, Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse. Je crois qu'elle les a tous lus. Et en fait, elle aime pas du tout Kéris, elle aime pas du tout Zara. Bon, du coup, moi, je me suis sentie un peu moins seule à ce niveau-là. Je me suis dit, ok, je suis pas la seule à avoir, genre, juste
pas d'affect envers Zara, je l'aime pas. Bien que c'est un personnage tout à fait respectable, hein, je remets pas ça en cause du tout. Mais juste, j'ai pas raisonné avec elle. Et par contre, elle kiffe de ouf Aren. Et moi, je suis là. Quoi? Comment? Par contre, on est toutes d'accord. Lara, immense goût. Ouais. Elle met tout le monde d'accord. J'ai pas trouvé une personne qui n'aimait pas Lara. Si, moi j'en ai plein. J'ai vu énormément de chroniques passer qui l'aimaient pas. Figure-toi. Ok, d'accord. Bon, bah, mon monde, c'est cool. C'est pas grave. Et il y avait énormément de chroniques qui portaient au nu Aren et dézinguaient Lara. Ils ont pas lu. Mais c'était pas sur la Reine Traîtresse, c'était sur le premier tome, du coup. Parce que je vois pas... C'était sur le premier tome, ouais. Mais... Là, je peux mieux comprendre. Même s'il est complètement effacé de ce premier tome, je trouve. Il est déjà problématique dans le premier tome. Oui, mais je veux dire, il existe presque pas sur la trame, quoi. Il est très passif. Ouais. Mais du coup, ce qui est encore plus incompréhensible, le fait de le porter au nu de façon pareille. Mais je pense que les gens projettent juste... Oui, je pense que là, on beaucoup, est sur stéréotypes. Voilà. En fait, le problème, c'est que c'est quand même un personnage assez fort et dès que c'est... Enfin, on dit qu'il est fort. Parce que perso, je l'ai jamais vu vraiment fort. Non, Lara. Ah oui. Et ça te déplaît des fois. Hein. Enfin, ouais. C'est pas vraiment une demoiselle en détresse, quoi. Ok. Ouais. Donc voilà, il y a une autre saga de Daniela Johnson, donc moi je vais la tenter, je te dirais. Ouais. Et puis il y avait un autre qui m'avait bien tenté, qui s'appelle La chasseuse et l'alchimiste. Je vous avoue que là, c'est simplement parce que j'ai trouvé... Il est dans ma pile à lire. Ouais. Et ben c'est quoi, je te le piquerai. Ok, bah... Tu vois, il est pas dans ma pile à lire immédiate, oui, j'ai dû séparer. Donc, le légendaire Allah, créature mythique, a fait son apparition et une grande chasse va s'organiser. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore, il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au Mar Noir, Margaret accepte qu'il reste à condition qu'il l'accompagne à la chasse, bien qu'il forme une équipe improbable. Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante remplie de fantômes et de chagrin. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie bien ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait, lui aussi, ce que c'est qu'être un paria. Alors la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là, un mélange envoûtant de romance et de magie. Voilà. Donc en format poche, il va sortir le 27 août. Chouette. Oui. Et du coup, il a la même couverture, le même visuel que le format relié. Ben, je suis pas si sûre en fait, du coup. C'est ça le visuel. Attends, merde, je l'ai perdu. Non, il est perdu. Voilà. Ouais, du coup, c'est la même... Après, peut-être qu'ils le mettent comme ça, mais que c'est pas nécessairement le visuel, parce que des fois, ils révèlent pas les... C'est true. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que la couverture est très jolie, et franchement, l'histoire, elle donnait bien envie. L'histoire a l'air de... Ouais, vraiment quoi. Si déconcentrée de ouf. Je sais plus. Sans attendre, nous allons donc passer au up and down. Ouais, let's go! J'ai un down. Allez. J'ai un down de ouf. Comme ça, on finira par un up si j'arrive à en trouver un pendant que tu fais ton down. Il y a quelques... Alors, attendez, je reprends depuis le début. Il était une fois une Laurie qui lisait de la fantaisie. Un jour, elle a commencé à lire de la romance, en plus de la fantaisie. Et là, elle est tombée sur le slow burn. Ok? Là, vous vous dites, ah ouais, le slow burn, c'est trop bien. Mais vous pensez que à des enemies to lovers. Bouh! Bouh, c'est du faux slow burn. Le slow burn, le vrai, c'est pas... Oui, ils mettent tout le livre à s'apprécier parce qu'ils se détestent et ensuite, ils font des bisous et ils couchent ensemble. C'est pas ça, le slow burn. Le slow burn, ça vient de slow et
burn, qui veut dire lentement brûler. À l'image de la bougie qui brûle lentement, c'est une romance qui se consume lentement. C'est-à-dire que chaque petit effleurement de petit doigt contre petit doigt est une étape immense, ok? Et ça peut arriver que à la moitié du livre. Et c'est ça le slow burn. C'est que sur une histoire, on va suivre deux personnes qui s'aiment, qui sont parfois tout à fait conscientes qu'elles s'aiment, mais qui vont manger petit à petit, tout doucement, leur relation sans que ça aille trop vite. Donc, si ça s'embrasse dans le tome 1, ce n'est pas un slow burn. Ok. Bon, évidemment que quand c'est un tome unique, il y a bien sûr des variations en termes du compte de pages. Mais vraiment pour vous donner un vrai exemple d'un slow burn qui fonctionne selon moi hyper bien, il y a le webtoon Like Wind on a Dry Branch qui est absolument génial en termes pour le genre. Et sinon, la passeuse de mots, la relation entre Killian et Arya est parfaitement, c'est parfaitement ça. On en est au tome 4, il y en a 7 qui sont prévus. Bref, ça, c'est bien, c'est ok. Donc arrêtez de confondre, c'est pas parce qu'ils mettent du temps à tomber amoureux que c'est du slow burn. Voilà, c'est tout. Alors, je te rejoins, par contre, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Enfin, pour moi, s'il y a un bisou dans le tome 1, mais qu'il ne mène pas à une avancée pas pour X ou Y raison, ça reste du slow burn. Moi, actuellement, je suis en train de perdre patience avec un livre. Pour d'autres raisons que le slow burn, mais en plus, du coup, comme c'est très slow le burn et que tout le reste est slow aussi, ça reste un slow burn. Genre Spark of the Everflame, c'est un vrai trop bon slow burn. Par contre, il y a un bisou dans le 1, mais c'est walou, hein, ça vraiment. dépend, tu vois, la teneur du truc, ça dépend de plein de choses, évidemment, mais le concept du slow burn, c'est vraiment de suivre une relation qui se consume petit à petit, petites étapes par petites étapes, qui rend toutes ces petites étapes gigantesques en fait pour les personnages, pour différentes raisons. Ça peut être simplement parce qu'ils se respectent et qu'ils veulent pas brûler les étapes, ça peut être parce qu'ils ont des problèmes personnels, aka la passeuse de mots. Bref, ça peut être pour plein de choses. Mais disons que ça m'embête plus parce que justement c'est censé être l'inverse d'une relation qui est passionnelle qui va passer et qui va passer tout de suite sur du viens on se met en couple parce que en fait on brûle de désir l'un pour l'autre, tu vois. C'est un peu ça la grande différence. Et du coup, ça me rend folle quand les maisons d'édition, elles s'en mêlent. Oui, c'est un slow burn, alors qu'en fait, c'est genre un amour interdit et puis que du coup, ça repose que sur la passion. Je vois. Et est-ce que tu as un exemple en tête, du coup, qui a provoqué ta colère ou rien à voir? En ce moment, c'est la débandade. Je vois que... franchement, c'est limite si les gens, dans leur chronique, ils mettraient pas que le Pont des Tempêtes, c'est un slow burn. Ouais, là, ce serait un petit peu excessif. Sauf que c'est pas parce que ça prend du temps, c'est pas parce qu'une relation, elle prend du temps à se mettre en place que c'est du slow burn. Le slow burn, il y a une relation qui est là et elle est exploitée. Et c'est ça qui me rend folle. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils font l'amalgame de parce qu'il y a slow dans le trope, et ben, quand on est frustré, alors c'est forcément du slow burn. Non. Non. Très bien, très bien. Oui, alors c'est sûr que en fait, le truc, c'est qu'avec le slow burn, on est sur un trope qui est très populaire en ce moment, qui va beaucoup avec le enemies to lovers, dans le sens où, par essence, un enemies to lovers prend beaucoup de temps à se mettre en place, vu que de base, on part sur des personnes qui sont pas supposées s'aimer, bien au contraire. Euh, Et il y a des enemies to lovers qui sont slow burn. Oui. Genre, Mais tous les le ennemis prince captif. to lovers ne sont pas du slow burn. C'est vrai. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a un peu un amalgame qui est fait entre ces deux tropes, et comme c'est deux tropes très populaires et aussi très faits, enfin, dans le sens où il y a quand même énormément dans la fantasy des enemies to lovers, parce que c'est un terrain qui est propice en fait. C'est super facile de créer un enemies to lovers dans des univers fantastiques. Tu fais vraiment du Roméo et Juliette, des familles ennemies, des machins. En fait, c'est très simple à mettre en place. Tu prends deux ennemis qui sont supposés l'être par essence, par l'univers que tu crées, et puis tu les fais tomber amoureux. Et le slow burn est beaucoup plus dur parce que justement, tu dois entretenir ton lecteur parce que il se passe très peu de choses
en tout cas dans la romance. Ça va petit à petit. Des fois, c'est une parole et tu là: «Ouais! Il lui a dit, attention, t'as une mèche». Tu vois, genre ce genre de truc et tu là genre: «Ah, il paraît super là, regarde ce qu'il a dit, c'est incroyable!» Alors qu'en réalité, dans je sais pas si c'était dans Force Wing, voilà, My Chair, My Woman, on peut pas dire que, c'est vraiment slow burn, tu vois? Non. Et pourtant, j'en ai vu des gens mettre ça en slow burn, tu vois? Ah, mais parce que ça prend du temps! Vu que la première moitié du livre, ils s'aiment pas. Mais ils se sont jamais pas aimés. Oui, Ça, mais il y a ça vraiment aussi, ça me rend 0 dingue. minute où ils s'aiment Ouais, pas ouais, les deux. Mais on va pour le coup, commencer. c'est même pas un enemies to lovers. Mais bon. Tu vois, j'ai mal noté Trope parce que j'étais là, oui, bah, I know, tu vois. En fait, je pensais que dans Trope, donc, c'est quoi, c'est Brajlon? Ouais, c'est ça. Édité par Brajlon, il y a toute une liste justement avec des tropes et tout. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des conseils d'écriture dedans, donc je l'ai acheté en mode peut-être que ça peut être sympa, etc. En fait, non, c'est juste une liste un peu non exhaustive avec quelques exemples de ce que c'est que les tropes. Et, je sais plus où j'allais avec ça. Ah oui, et du coup, je pense vraiment que ce serait d'utilité publique d'envoyer un exemplaire à toutes les personnes qui lisent. Parce que vraiment, des fois, ça me rend folle de voir qu'il y a des gens, ils mettent des tropes et t'es là genre, non, mais ok. Et en fait, ça participe à alimenter un peu tous ces amalgames et ces erreurs, et ça me rend folle. Je suis quelqu'un de très... J'aime bien les règles quand c'est tout. Je suis toquée. Voilà. Alors, moi j'ai un cool, je sais pas, surcoté, enfin j'ai un cool pas surcoté, up. Enfin j'ai une idée, on va vous la soumettre. Et Oula. peut-être que si Laurie trouve que mon idée est bonne, parce que j'en ai pas du tout parlé avant, ainsi que si vous trouvez que mon idée est bonne, peut-être qu'on en fera quelque chose d'un peu cool. Mais je participe pour le mois de juillet et de août, donc je pense pas que vous pourrez vous greffer en août, bien que vous pouvez le faire pour vous si ça vous tente, mais je participe à un challenge. Moi j'aime beaucoup la série Les Frères Scott, voilà, hein, c'est mes restants d'adolescence qui sont bien présents. Et il y a un super chouette challenge, j'ai trouvé l'idée vraiment chouette et originale, créée par... Je vais quand même lui faire un peu de promo, parce que c'est quand même un challenge, je pense qu'il lui a pris du temps à organiser. Dumped to Feeling sur Instagram, qui adore aussi cette série et qui a décidé d'en créer un challenge où elle a pris les couples phares de la série. Donc on a elle et Nathan, Peyton et Lucas, Brooke et Rouliane, et Clay et Queen, qu'elle a choisi. Et elle a pris des tropes un peu liés à chacun de ces couples phares. Et l'idée, c'est de lire le plus de livres possible dans les tropes du couple que tu as choisi. Et donc, tu rapportes des points à ton équipe parce que tu t'es choisi une équipe de couple. Tu rapportes des points à ton équipe et l'idée à la fin, c'est de faire une petite comptabilité des points. Je trouve l'idée vachement sympa. Je ne sais pas sur quoi il pourrait s'apparenter pour nous, mais je me disais que peut-être si ça vous tente, cet hiver, nous pourrions créer un challenge de lecture en lien avec un thème spécifique, avec des équipes, sur un mois ou deux, peut-être sur la période des fêtes de Noël, et de créer un truc un peu comme ça, un peu dynamique. J'ai trouvé l'idée vachement chouette, et genre quand on est un peu investi dans cette série, ben ça fait, c'est assez sympa. C'est assez facile de valider du coup des livres en gardant des livres qui vont forcément te plaire, parce que ben c'est des tropes, du coup ça t'oblige pas à lire des livres spécifiques, et des fois ça peut aider à te donner l'envie de participer à un challenge, parce qu'en fait là il suffit vraiment juste de trouver des livres dont les tropes fonctionnent avec ton couple, et c'est assez simple. Enfin, elle a pas non plus pris des tropes genre introuvables dans les lectures. Enfin, tu peux trouver forcément dans ta wishlist des livres, et dans ta palle des livres qui sont adaptés pour ce challenge. Donc c'est pas hyper contraignant, mais c'est un peu satisfaisant comme ça de valider des trucs. Voilà. Bon, moi ça me fait trop marrer, donc dites-nous si c'est quelque chose qui peut vous plaire. De ouf.
Et je me dis que si cette idée vous plaît, on pourrait créer une synergie avec une de mes très, très grandes amies, de toute la terre, qui s'appelle sur Instagram Tea Time Book Club. Je ne vous donnerai pas son prénom car je ne suis pas sûre qu'elle est d'accord qu'on le partage, mais elle qui a un Discord dans lequel il y a des lectures du mois, une toujours en anglais, une toujours en français. Si vous avez envie d'y participer, c'est hyper cool, on peut partager autour des lectures. Il y a aussi un salon commun pour exorciser quand on lit un livre qui nous a ou qui nous a ou qui nous a Le sound donc design n'est pas contractuel. qui est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce Discord si ça vous tente. Et peut-être qu'on pourrait créer une synergie en termes de challenge Carrément. avec elle, si ça la tente, elle aussi, parce que je ne l'ai pas non plus concertée. Je suis partie en roue libre. Voilà, voilà. Let's go. Lendemain de samedi soir. Voilà, dites-nous si c'est quelque chose qui peut vous plaire. De ouf. De ouf, c'est une très bonne idée, je suis Et chaude. franchement, le Ouais, challenge est ouais, trop ouais. fun à C'est faire, vrai vraiment. Je m'éclate trop. Ah, c'est trop bien. C'est un peu satisfaisant, comme ça fait un peu truc Tu à coches cocher, les- c'est très satisfaisant. Ok, trop cool. Trop cool, trop bonne idée. Donc moi, si jamais ça vous intéresse, je participe pour le couple de Peyton et Lucas, puisque quand j'étais une adolescente, j'étais problématique. J'avais pas compris que c'était vraiment un couple problématique. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je participerais pour elle et Nathan, parce que c'est les bestes. Mais à l'époque, j'avais pas compris et que je me suis quand même dit, quand je me suis inscrite, que Il il fallait. fallait être honnête dans la vie. Bon, j'ai pas beaucoup regardé les frères Scott, mais je me rappelle que j'aimais bien Nathan. C'est à peu près tout ce que j'ai comme souvenir. Ouais, bah de moi ça. j'avais un crush sur Michael Murray. Donc j'aimais beaucoup Lucas. Et Lucas Oui. vraiment dans la vraie vie, enfin Lucas, pas dans la vraie vie, l'acteur, il est problématique aussi, je crois l'acteur, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais vraiment Lucas, j'ai rematé la série il y a pas très longtemps et j'étais vraiment là genre. Ouais, il y avait, Rien ne va. il y avait des dans cette- représentations vraiment où on se disait genre, on voyait pas en fait. Mais non. Puis, en fait, Ouais, le non. problème c'est que il est le ressort de Lucas, c'est que c'est le gentil garçon. Oui, alors. Le gentil nice guy, garçon, c'est un le peu nice moche guy. et rejeté. Enfin, pas Un vraiment peu moche, moche, MDR. c'est quand même un peu ça qu'il est Ouais, supposé ouais. être. T'as son frère successful du début, et t'as lui un peu le Ouais, paria ouais. de l'école, alors que genre, MDR, cet acteur ne peut pas être ça n'est pas possible d'utiliser cet acteur, et de dire, Il savait bref. très bien ce qu'il faisait. Mais bien sûr, mais c'est comme Hailey qui est supposée être la moche de l'école, t'es là genre, non mais rien ne Ah va bon. vraiment, non, enfin c'est Ah bon. pas... non. Enfin, c'est pas la moche, c'est supposé être Mhm. la l'intello. Mais elle est vendue comme pas une femme très belle qu'elle, franchement, est objectivement. C'est un peu scandaleux, mais bref, enfin, c'est le problème des années 2000 quand il s'agissait de caster des Ouais. acteurs. Oui, quand il fallait qu'il y ait une moche, on lui mettait Ouais. une paire de lunettes. Mhm. Ouais, je me souviens. Et du coup, voilà. Moi, j'aimais beaucoup Michael Murray, donc forcément, j'étais un peu en crush sur le cas. Et comme il est présenté comme un nice guy, il y a un peu un truc où il peut rien faire de vraiment méchant, alors qu'en fait, il fait quand même un certain nombre de trucs qui sont pas très sympas du tout. Et il ne paye assez peu les conséquences de ça. Quasi jamais d'ailleurs, je crois. Assez peu. Il paye quand même certaines conséquences, mais assez peu. Voilà. Nos séries d'enfance. Ah, les années Yes. 2000, c'est quelque chose. Mais j'avais regardé parce qu'il y avait la sortie du podcast Drama Queen qui a été fait par les 3 actrices principales et qui est vraiment très chouette. Du coup, nous allons directement passer à la fin. On a fait un up, on a fait un down. Ouais. Moi j'ai
envie d'acheter des livres parce que j'ai encore le droit. J'ai 50 livres dans ma palle, toi t'en as 202, tu n'as plus le droit d'acheter de livres. Par conséquent, voilà. Donc nous pouvons terminer avec les recos par reco. Oui! Oh, wow, 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 wow. Est-ce que tu as une reco? Est-ce que tu as une paire reco? Est-ce que tu as... Est-ce que j'ai une reco? J'ai 2 recos. Vas-y, à bout J'ai le les droit d'en recos. avoir 2? Bien sûr. Ouais! Ma première Mm. reco, c'est une découverte. Tout le monde m'a tannée. Mes copines de fantasy m'ont tannée pour que je lise ce truc-là. Nell Pfeiffer m'a tannée pour que je lise ça. Merci à toi. C'est la passe-miroir. Petite quadrologie. Bref, il y a 4 livres dedans. Et vraiment, le lendemain de samedi soir, ça fait un peu mal. C'est l'histoire d'Ophélie dans un monde, en fait, où il y a plusieurs familles qui vivent sur des îles flottantes. Et chaque famille a un peu des pouvoirs propres. Et Ophélie, alors elle donne vie aux objets qui sont autour d'elle un petit peu contre sa volonté, hein, ça dépend de ses émotions, etc., etc. C'est une liseuse, c'est-à-dire que quand elle touche un objet, elle peut un peu retracer chronologiquement les émotions qu'ont traversé du coup cet objet-là. Et c'est aussi une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'un miroir à un autre. Du coup, c'est hyper sympa. Et on la destine, on la marie de force à Thorn, un espèce de... Bon, vous voyez les grands vikings, voilà, c'est à peu près comme ça que je me le représente. Tout à fait antipathique, assez détestable en réalité. Bref, personne ne l'aime, elle doit changer d'île. Enfin bref, elle va dans une île où en fait, en plus on les surnomme les dragons, alors c'est vous dire comment ils ont l'air d'être sympathiques. Et s'ensuit machination politique et plein de péripéties hyper originales et très chouettes. Et bien sûr, on se doute aussi qu'il y a un soupçon de romance entre Thorn et Ophélie. Et franchement, j'adore le personnage d'Ophélie parce que c'est un personnage qui est tout à fait assez classique en fait. C'est une personne comme toi et moi, un peu maladroite, mais qui a simplement envie de vivre chill, tranquille, quoi. Et elle se retrouve embrigadée dans tous ces trucs. Et c'est très chou de la voir. C'est trop drôle. Ah, c'est la lecture du mois du book club deuxième book club dans lequel je suis. Ah ouais? Incroyable. Du coup, je commence à avoir beaucoup de lectures à faire en fait. Parce qu'il faut que je lise Les Fiancés de l'hiver, il faut que je lise One Dark Window. Ça va bien se passer quand même. Et j'ai un bébé et c'est la canicule, alors on fait comme on peut. Ouais. Mais oui, il a l'air trop bien. C'est hyper chouette. Ouais. Et d'ailleurs, anecdote très rigolote, un de mes résidents me l'avait recommandé à l'époque. Et franchement, la plume, elle est très humoristique, elle est très imagée, c'est vraiment quelque chose qui est hyper vivant, c'est très agréable. Et on en discutait avec une copine autour d'un verre un samedi soir. Que justement, ils se lisent, mais vraiment super giga vite, quoi. Tu rentres dedans et tu y vas. Ben, voilà, c'est trop top. Trop top. Et ben voilà, c'est dans mes prochaines lectures, donc tu me donnes encore plus envie, ça va être trop bien. Et je te demanderais presque de me les prêter, mais je crois que j'ai envie de me les avoir dans ma bibliothèque. Après, je peux te les prêter, tu peux les lire le temps de te les acheter. Ouais, mais je crois que je vais les commander sur Fnac, ils arrivent Okay. dans 2 jours, tu vois. C'est une très bonne alternative. Sauf si bref, on s'arrangera ça après. Du coup, est-ce que toi, tu avais une deuxième reco? J'ai une deuxième reco, mais on peut faire... On alterne? On peut faire alterner. Alors moi, j'ai un erratum à faire, parce que la dernière fois, je vous ai recommandé Miles High. Alors... Ah oui, c'est vrai. Je l'avais pas terminé. Je dis pas que c'est pas une reco, parce qu'il est quand même très sympa. Je dis juste que la fin est longue, vraiment. J'étais là, les problèmes étaient créés pour créer du problème. Et ça, j'ai trouvé un peu... J'arrive pas à me rendre compte si c'est que j'ai fait pas mal de pauses sur ma lecture, parce que cette semaine, elle était un petit peu mouvementée et j'avais pas du tout trouvé le temps de lire. Du coup, je posais énormément mon livre, et alors que peut-être qu'il aurait fallu lire un peu plus rapidement, enfin, je pense que normalement je l'aurais fini plus vite. Du coup, je sais pas si le problème de rythme que j'ai ressenti, il est aussi un peu lié à ça. En tout cas, j'ai trouvé vraiment que les
200 dernières pages, elles s'arrêtent à moi R. Et à la fin, j'étais un peu là, genre, bon, allez, hop, que ce soit fini. Et j'avais envie que les pages se passent vite. Donc, j'avais quand même envie de dire que peut-être que je l'ai autant aimé aussi, parce que à côté, j'avais 1991 que j'adorais vraiment pas, et que du coup, c'était vraiment genre une alternance bienvenue. Je vais lire la suite, parce que je suis quand même bien accrochée au Found Family qu'il y a tout autour. Mais je pense d'ailleurs que c'est un peu le moins bon de la saga. Et je crois, enfin c'est un avis assez général que je vois. Donc, si vous le commencez, que vous vous dites pourquoi elle l'a recommandé cette folle, peut-être que si vous aimez suffisamment les personnages, ça vaut la peine de donner une chance à une suite. Et puis on se reverra peut-être pour un vrai down, un vrai. Peut-être que je serai très déçue, peut-être que je vais passer un bon moment, on verra. Mais voilà. En tout cas, je vais lire quand même la suite. Mais les 200 dernières pages m'ont un peu... Putain, bah là, genre, ah, je l'ai recommencé dans le podcast, fait chier, parce que j'aurais peut-être juste rien dit et attendu de lire la suite. Maintenant, je suis un peu obligée d'en Mais parler. c'était drôle. Voilà, C'était drôle. voilà. Tout ça pour dire que... Donc, mon erratum. Et puis, bah, en termes de reco, je suis un peu embêtée parce que j'ai vraiment pas lu grand-chose de plus que sur la dernière fois qu'on s'est rencontrés pour le podcast. J'ai peut-être quand même une reco à vous faire. C'est l'univers... Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Au peut-être pire, que... Voilà. c'est pas grave. Hein. Je crois pas. Mais c'est l'univers d'Orlan Grey. Moi, j'ai lu La Tour des Immortels, que j'ai trouvé vraiment génial. Allez-y, lisez-le. Il est vraiment très unique en son genre. Franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Le protagoniste masculin, il est vraiment... Je n'ai jamais rencontré un personnage aussi gré, morali que lui, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que si vous cherchez du morali gré, même du morali vraiment gré très foncé, presque noir, oh, c'est lui. Vraiment, à un moment donné, je me suis dit, ça fait beaucoup là, quoi. Mais il est vraiment, franchement, en même temps, il est tellement in love d'elle et il a tellement un truc de, enfin, il est assez unique, ce protagoniste masculin. Il est pas gentil, mais il est vraiment assez unique. Et j'en ai vraiment rencontré nulle part ailleurs des comme lui. Et franchement, il était très drôle, il était très divertissant, il était très drôle. Et j'ai trouvé que elle avait une belle carrure, enfin vraiment que c'était une femme que t'avais envie d'admirer, et en même temps, voilà, avec ses lacunes, etc. Enfin vraiment, j'ai trouvé qu'elle l'écrivait super bien, ses protagonistes. Elle les rend très attachants, même quand ils sont pas très sympathiques. Et ça, c'est une vraie force narrative, je trouve, de réussir à rendre des personnages attachants malgré leurs défauts. Et pourtant, de pas les rendre... Enfin, c'est un truc que je peux beaucoup reprocher, surtout à la romantasie. Ouais, ça, c'est vraiment des personnages un peu parfaits, où on dit qu'ils ont un peu des défauts, mais c'est pas des vrais défauts. Et je trouve qu'elle, elle fait vraiment l'effort de créer des vrais défauts à ses personnages, donc elle les rend très vivants et très humains. Et en même temps, super sympathiques, quand même. Et ça, c'est franchement une vraie force narrative. Donc j'ai vraiment trop aimé La Tour des Immortels. Je vais clairement lire absolument tout ce qu'elle a fait, parce que genre c'est une génie cette autrice. Et elle est en ce moment en train sur Instagram d'essayer de en vivre. Donc franchement, allez la suivre, la soutenir, parce que c'est vraiment une chouette autrice. On a envie de pouvoir continuer à lire ce qu'elle fait. Ouais, Achetez ce livre du coup. Je suis pas. Et c'est marrant que tu parles de personnages morally grey qui sont bien traités et drôles, même qu'ils sont un peu, bah ils sont grey quoi. Parce que dans ma deuxième reco, je vais parler de La Voleuse des Toits. C'est un SP qui m'a été envoyé par Rivka et écrit par Laure Dargelos, où on suit du coup une jeune fille qui bah, se balade sur les toits la nuit tombée
et qui va rencontrer Elias, qui est du coup un seigneur d'une ligue écarlate. Bref, il y a tout un contexte politique qui opprime beaucoup. Il n'y a pas le droit à la musique, il n'y a pas le droit à l'art. Bref, il y a beaucoup de lois qui interdisent les gens de vivre sympathiquement, on va dire. Et évidemment, du coup, notre protagoniste Plume est contre ça, donc c'est pour ça qu'elle va sur les toits, etc. Elle rejoint un petit peu la révolte. On arrive déjà, on commence avec ce personnage qui a déjà un peu les ficelles, qui ne découvre pas du coup ce monde-là un petit peu caché. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé hyper rafraîchissant, parce qu'en temps normal, dans une fantasy, tu vas commencer avec un personnage qui va d'abord découvrir ce pan-là, et ensuite, peut-être y aura-t-il révolte, etc. Et non, on nous présente vraiment un personnage qui fait ça depuis des années, qui connaît les ficelles, qui a déjà un petit réseau sympathique et tout, et là, bam, on se retrouve face à Elias qui a un coup de foudre instantané, mais qui ne se l'avoue pas du tout, et qui se rend compte que notre chère voleuse n'est en fait pas une voleuse, mais une aristocrate, elle aussi, et donc il la demande en mariage, et qui va essayer par tous les moyens d'arriver à ses fins, et la plus grosse péripétie dans ce roman-là, c'est qu'en fait, ils vont se retrouver dans une boucle temporelle, enfin, ils vont retourner dans le passé, avant du coup que tous ces événements se soient mis en place. Et là, le récit, il prend un tournant que j'avais absolument pas vu venir. J'ai été surprise du début à la fin. Le personnage d'Elias, il a un sarcasme, les filles. Il me fait rire, mais à chaque fois. Vraiment, c'est un 100%. Il n'y a pas une seule fois où j'ai pas rigolé dans leurs interactions et dans leur comportement. Et il est super bien représenté. Et vraiment, toute la troisième partie, je me suis arraché les cheveux parce que je savais pas où est-ce que ça allait, parce que j'étais hyper triste. Bref, j'étais en train de chialer tout le temps. Et cette troisième partie, vraiment du début à la fin, elle m'a tenue en haleine. Et la fin, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment, vraiment très rafraîchissant. Et il y a beaucoup de personnages et la manière dont c'est construit, il y a une maîtrise dedans qui est vraiment juste, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs. Et je m'attendais pas à ce que ce soit autant un coup de cœur que ça, parce que vraiment, j'ai été transportée, je l'ai mangé, il y a 640 pages, mais je l'ai mangé, je pense, si vite, si vite, je sais pas comment j'ai fait pour... je suis presque triste de l'avoir fini, parce que vraiment... C'est un stand-alone, ça. C'est un stand-alone, ouais. Et ça aussi, c'est un peu rafraîchissant. Ouais. Et en fait, il est un peu, du coup, il est construit en 3 parties, et du coup, il donne un peu cette sensation d'être une duologie à l'intérieur, en fait, parce qu'il y a vraiment 3 parties bien distinctes avec la rencontre, le voyage dans le temps et la fin, que je ne peux pas vous raconter. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très difficile avec tout ce qui est sujet voyage dans le temps et tout, parce que déjà, c'est fait, vu et revu. Et déjà, Nell Pfeiffer m'avait un peu... fait un pied de nez avec l'engrange-temps en mode « Et si, regarde, il y a des fois, ça peut marcher de ouf !» Et franchement, pareil, c'était un coup de cœur. Là, pour le coup, Lord Argelos, c'est un sans faute. Pour moi, c'est exceptionnel. Son traitement, il est trop bien. Il y a un côté un peu... Non, je peux pas vous dire. Mais si vous l'avez lu, dites-nous en commentaire, parce que je meurs de savoir qui a lu La voleuse des toits. Parce que j'ai pas vu beaucoup de gens là qui l'ont lu, quoi. Et en plus, là, il a une édition magnifique. Les dorures ne sont pas parties, alors que je l'ai bien lu pendant une dizaine d'heures sous un cagnard pas possible. Je n'avais pas encore de clim. Les dorures sont toutes là. L'édition est magnifique. C'est hyper agréable à lire. C'est vraiment top. J'avoue que le fait que les dorures soient pas parties, c'est vraiment un petit miracle. Hein. Moi, ça ne m'arrive plus jamais. Toutes les dorures de tous les livres que je lis. Mais parce qu'en fait, il y a 2 types de dorures quand on travaille une couverture. Tu as la dorure comme ils font chez Hugo New Romance avec Force Wing, Iron Flame et tout. Où en fait, c'est juste une pellicule qui est sur le livre. Et là, Rivka, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que c'est frappé. Donc, il y a des rainures. Ouais, la dorure est à l'intérieur et c'est ce qui fait que la dorure tient bien mieux. Voilà. Mais ça coûte évidemment plus cher. On aimerait bien qu'ils le fassent quand même, parce que quand tu dois acheter 50 balles un livre, ce serait sympa d'avoir des deux. Ça serait bien que mes dorures, elles se barrent pas quand je lis. Oui, mais on te dira, oui, mais c'est à ça que sert la surcouverture.
Non, parce que des fois, oui, ils ont pas tous une surcouverture, hein. Alors pas tous, oui, par exemple Seul un monstre, non pas, mais je crois qu'il y a un petit peu c'est un peu frappé. Mais pour le coup, Force Wing